Bonjour à tous. Comme Hélène le dit, n'hésitez pas à poser des questions dans le module de questions-réponses. Ça va me faire plaisir de les regarder à travers le reste. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un webinaire intitulé La recherche documentaire systématique, une clé pour l'utilisation des données probantes en éducation. Euh, Comment va s'articuler ce webinaire-là? C'est en 5 parties, c'est-à-dire qu'on va revenir sur la notion de recherche documentaire. On va essayer de voir la différence entre la recension des écrits ou la revue de littérature. On va aborder deux types de revues de littérature plus systématiques, c'est-à-dire la revue de littérature systématisée et la revue systématique de la littérature. Vous allez voir, il y a peut-être des différences à faire entre les deux. Et finalement, on va terminer avec un peu de prospective, ou en tout cas un air d'aller qui va probablement vous intéresser, que la section s'appelle Vers une systématisation de la recherche documentaire. Donc, c'est le parcours que je vous propose dans les prochaines minutes. Voilà. Petite définition, qu'est-ce que la recherche documentaire? TED, en 2020, définissait comme étant un ensemble de méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de trouver des références de documents pertinents. Je pense que je vous apprends rien là-dedans. On en fait tous un peu au niveau universitaire. Donc, la notion de recherche documentaire est fondamentale. Des fois, être un peu escompté. On a le réflexe des fois d'aller sur Google, Google Scholar, puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, on cherche moins les documents. On a une question, on la pose, puis on développe l'habitude de creuser moins loin, puis pas nécessairement toujours aller chercher des bons documents. La recherche documentaire, elle peut être plus ou moins longue, elle peut être plus ou moins systématique, elle peut être plus ou moins rigoureuse. Et l'Infosphère de l'UQAM a développé une petite infographie qui est intéressante dans ce sujet-là, c'est-à-dire que la recherche documentaire va être de plus ou moins grande ampleur en fonction du type de travail. Si on a une question en développement, on peut juste chercher deux, trois références, puis ça va être correct. Si on s'en va vers un compte-rendu, un rapport technique, jusqu'à une étude de cas et finalement une dissertation, un travail de recherche, vous comprendrez que plus le travail est élaboré, plus la recherche documentaire devrait être importante. Euh, on a aussi une question de délai, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait ça pendant un trimestre, à la fin d'un trimestre, le fameux travail de recherche qu'on revoit souvent, ou est-ce qu'on fait un travail de plus longue haleine sur plusieurs trimestres? On peut penser notamment aux mémoires, aux essais, mémoires et thèses de doctorat. Aussi, plus on est dans des études avancées, plus on va travailler avec des travaux de recherche de plus grande ampleur, donc une recherche documentaire plus étoffée et plus riche. Ça va de soi. Et finalement, quand on travaille peut-être dans les travaux de premier cycle, on va peut-être utiliser des sources tertiaires de documents, c'est-à-dire des références citées par d'autres auteurs et ainsi de suite. Donc, tertiaire, secondaire, mais plus on avance dans nos études, plus on est rendu à un niveau élevé, plus on va essayer d'aller chercher les sources primaires. Pourquoi on fait une recherche documentaire? C'est pour répondre à une question, réaliser un travail dans un cours. Ça, c'est assez fondamental. Souvent, on va travailler avec les documents qui sont suggérés dans le cours. On va peut-être faire quelques articles scientifiques, identifier un moteur de recherche comme Google Scholar ou dans une base de données. On va se servir de statistiques, d'opinions d'experts, etc. Donc, c'est ça que le travail de recherche documentaire, dans le fond, c'est d'aller chercher des documents. Ça le dit bien. On imaginez quand on était à la bibliothèque, on allait à la bibliothèque physique, on allait chercher des documents. Maintenant, avec le numérique, ça devient un petit peu moins évident. Mais il faut quand même prendre le temps d'aller chercher des bons documents. Et pour répondre à une seule question, ça peut être un petit travail de quelques heures. Donc, ça nous arrive des fois, là, comme exemple, si un étudiant, on corrige un travail d'un étudiant, il adresse une question, il y a quelque chose, on va aller vérifier. On peut prendre quelques minutes pour aller chercher les sources pour trouver des réponses à nos questionnements. Euh, pour la réalisation d'un essai, d'un mémoire, d'une thèse ou même d'un projet de recherche, mais là, ce qu'on a besoin de faire, c'est aller d'être un peu plus large, c'est-à-dire qu'on va chercher à explorer les différentes idées perçues, véhiculées. Il y a différents courants de pensée, différentes façons de répondre à nos questions de recherche. Puis, on a aussi la nécessité d'identifier les principaux travaux scientifiques liés à l'objet de recherche. Donc, est-ce qu'il y a des modèles théoriques qui existent? Est-ce qu'il y a des modèles conceptuels et ainsi de suite? Des méthodes qui sont employées. Donc, on a besoin davantage de s'appuyer sur la littérature scientifique. Et pour y arriver à trouver cette littérature scientifique-là et répondre
à identifier les idées perçues et véhiculées. On va souvent aller voir est-ce qu'il existe déjà des recensions des écrits. Donc, si on a on connaît des auteurs qui ont travaillé sur le sujet, ben, ils ont déjà fait une partie du travail. Puis on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des revues systématiques de la littérature qui ont été faites sur le sujet? Donc, là, on parle d'une question de travail de quelques semaines ou même quelques mois de travail. Ce qu'il faut faire attention aussi quand on fait la recherche documentaire, c'est que toutes les sources documentaires ne sont pas équivalentes du point de vue scientifique. C'est-à-dire que plus on cherche des documents scientifiques, plus on doit être rigoureux dans cette sélection-là. Donc, quelles sont les principales sources de documents scientifiques? Ben, les actes de colloque, c'est intéressant dans la mesure où c'est des résultats de recherche qui sont récents, donc des fois des données préliminaires et ainsi de suite, puis c'est pas encore matérialisé dans des articles de revue, qui est la deuxième catégorie. Donc, les articles de revue, elles peuvent être scientifiques, les revues, elles peuvent être professionnelles, des vulgarisations populaires. Mais il faut faire attention avec les articles de revue, ce ne sont pas toutes les revues qui sont revues par les pairs. Donc, ça peut être un critère de scientificité. Ensuite de ça, il y a les livres, les ouvrages de référence. Et là, selon le degré de spécialisation, la qualité ou la scientificité peut être variable. Ensuite de ça, il y a des rapports ou des documents. Par exemple, un rapport d'expert, donc pour être un- une bonne source, mais il faut pas oublier que les rapports d'experts, dans le fond, ils ont souvent un mandat, donc ils ont un certain biais associé à qui a commandé ce rapport-là. Donc, je vous donne un exemple assez facile à comprendre. Si on cherche, un syndicat paye un rapport d'experts sur des conditions de travail des enseignants, ben, il y a des chances que ce qu'ils vont trouver va être orienté, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce qu'ils vont trouver va être orienté en fonction de qui a commandé. Donc, le syndicat, qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur les conditions de travail? Donc, c'est facile de faire, mais ça pourrait être aussi être du côté du patronat et ainsi de suite. Vous comprenez que quand c'est un rapport, même s'il y a des très bons experts qui ont fait ce rapport-là, ils ont un certain biais en fonction de qui a commandé. Et finalement, il y a aussi toute la littérature grise, c'est-à-dire que dans les thèses et les mémoires qui ne sont pas des publications scientifiques, on peut identifier, on les considère comme de la littérature grise, donc on pourrait trouver des résultats intéressants, mais à bien choisir, bien un petit peu plus critique envers ces résultats-là. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'avec l'Internet ou les Internets, mais tout ça est accessible en ligne et avec certains moteurs de recherche comme Google Scholar, ben, ils vont recenser toute cette littérature-là. Donc, il faut faire attention. Ce ne c'est pas parce qu'on l'a retrouvé sur les Internets que ce sont nécessairement des documents scientifiques. L'Infosphère à l'UQAM a aussi fait une autre infographie très intéressante, donc sur la fiabilité des ressources. Voyez-vous, les publications savantes, les articles scientifiques, les mémoires et les thèses et les presses, donc les chapitres de livres qui sont dans des presses universitaires, ce sont des sources qui sont très fiables. Ensuite de ça, quand on descend, on a des sources avec une autorité, une personne autrice, un éditeur reconnu, donc ça peut être encore très bon, c'est-à-dire que les actes de colloque, on peut avoir des archives, on peut avoir des articles professionnels qui vont se retrouver dans ces documents-là. Là, il y a plein d'autres, des données statistiques et ainsi de suite. Donc, plus on descend, plus la fiabilité est à vérifier. Et on peut, ou apprendre, je dirais, les données, il faut les prendre avec des pincettes. Des sources qu'il faut davantage faire attention. On a, dans le fond, des sources dont le public visé n'est pas universitaire. Donc, si on prend des articles de journaux pour rapporter un fait, ça va bien, mais pour prendre une opinion ou un texte d'opinion, ça n'a pas vraiment de valeur scientifique qu'un éditorialiste pourrait avoir, même si ce qu'il avance est intéressant. Ce ne sont pas c'est pas parce que tout le monde adhère à l'idée d'un éditorialiste que que c'est nécessairement une source qui est fiable. Les articles de vulgarisation, il faut faire attention, les communiqués de presse. Là, il y a Wikipédia qui s'insère là, je vais y revenir. Puis finalement, en bas, il y a les sources pour lesquelles une évaluation est absolument essentielle, tout ce qui est documents audiovisuels, tout ce qui est produit par l'intelligence artificielle, tout ce qui est page web, site web, blog et ainsi de suite, et les publications sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de ces documents-là, mais faut voir comment on les utilise. Et finalement, les sources à éviter, évidemment, tous les médias
alternatifs, des articles de scientifiques ou des chapitres de livres qui ont été publiés par des maisons d'édition ou des revues prédatrices qu'on appelle. Donc, c'est des revues qui sollicitent des publications et même souvent les auteurs vont payer pour pouvoir être publiés. Je vous donne un exemple. J'enverrai un article là, je paye le montant, puis le lendemain, mon article est publié. Il n'y a pas de révision par les pairs et ainsi de suite, puis ça apparaît, ça a un aura de crédibilité, mais ça n'en en a pas du tout. Et voilà. Donc, c'est des sources complètement à éviter. En contexte universitaire, citer Wikipédia est une mauvaise pratique car les personnes autrices sont inconnues, mais il est possible de citer les sources des articles si elles sont fiables selon la présente hiérarchie. Donc, selon, faut faire attention avec Wikipédia, c'est-à-dire que si on veut se donner une idée, c'est bien, mais souvent dans Wikipédia, on va avoir des sources, des références, puis ça peut être une bonne porte d'entrée pour aller chercher les sources primaires. Donc, voilà, il faut faire attention. Euh, je prends une petite seconde. Si vous voulez poser des questions par rapport à ce que je viens de dire à la recherche documentaire, ça me donner une occasion de prendre une gorgée d'eau. Ça va? Je continue. Donc, la recension des écrits ou la revue de littérature. La recension des écrits, c'est qu'on fait une recherche documentaire pour répondre à une question ou à un sujet exploré. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. J'ai une question, je veux savoir qu'est-ce qui existe sur la littérature. Par contre, quand on fait une recension des écrits, on n'a pas nécessairement une méthode. Puis on n'a pas nécessairement une norme, on n'utilise pas des normes uniformes pour faire cette recension-là. C'est pratiquement, puis ensuite de ça, si on demanderait à la personne comment te trouver ces informations-là, mais il y a pas beaucoup d'explications qui sont faites par rapport au parcours de recherche qui est emprunté. Donc, si je fais une recherche documentaire, je m'intéresse à un sujet, je trouve un article, c'est bien, il cite des auteurs, je vais voir d'autres auteurs qui ont été cités, et là, je fais une espèce de recherche, de recension en boule de neige. Autrement dit, je vais toujours voir les auteurs qui ont été cités, puis après ça, je vais retourner aux sources. C'est un processus qui peut être fait, mais c'est pas nécessairement systématique. Est-ce que c'est mauvais? Pas nécessairement, mais peut-être ça peut être bon pour les travaux de premier cycle, peut-être début deuxième cycle, mais quand on arrive à une thèse de doctorat, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne façon de faire, juste faire une recension des écrits? Euh, Si on travaille avec une revue de littérature systématisée, ce qu'on va essayer d'implanter à ce moment-là, c'est de faire une approche méthodique, claire, duplicable, qui vise à identifier, juger et condenser l'ensemble des travaux réalisés et publiés par des chercheurs académiciens et professionnels. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une approche qui est méthodique, claire et duplicable. Autrement dit, si on te demande comment tu fait pour trouver ces textes-là, tu dois être capable de le faire. Puis si quelqu'un d'autre voudrait refaire le même chemin, il devrait arriver à retrouver pratiquement les mêmes documents. Donc, il y a comme une méthode qui doit être prise. Cette méthode-là va permettre de ne pas trouver seulement les documents qui nous intéressent, mais aussi de trouver les documents qui portent sur le sujet en global par rapport à notre question de recherche. Donc, s'il y a plusieurs écoles de pensée, on devrait être capable de les trouver puis d'être capable d'en parler. S'il y a plusieurs façons de traiter les données, on devrait être capable de le savoir aussi. Donc, il y a cette notion-là de ne pas juste chercher ce qui nous plaît, mais ce qui existe sur les questions, autour de la question ou les questions qui nous habitent. En quelque sorte, la recherche documentaire, dans le fond, c'est la partie initiale qui nous amène ensuite de ça à faire la revue de littérature, qu'on va dire systématisée. Mais voyez-vous, les revues, là, il y en existe une multitude, puis ça, c'est dans le jargon, on les entend. Tu sais, je fais juste donner des exemples qu'on retrouve dans la littérature. Une revue de revue, une revue rapide, un rapid review, une revue qualitative, une méta-agrégation, une revue méthode mixte, une revue spécifique, des méta-analyses, des méga-analyses. Tout ça, c'est des formes de revues qui existent. Mais pour pouvoir faire ces formes de revues-là, il faut au préalable avoir une recherche documentaire. Autrement dit, si je veux faire une méta-analyse sur un sujet, ou si je veux voir s'il y a si je veux faire une méta-analyse sur un sujet, ben, il faut que cette méta-analyse-là soit appuyée sur une recherche des documents qui vont lui permettre de faire cette méta-analyse-là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la distinction entre les deux, c'est-à-dire que c'est la recherche documentaire qui est fondamentale. Ensuite de ça, on est capable de faire un traitement des documents qui ont été identifiés. Et ce traitement-là, dans le fond, c'est la revue de littérature. C'est pas la revue de littérature, mais c'est le type de revue. Regardez, Richard 2023 parle aussi de revue narrative, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de termes qui existent aussi. Si on connaît bien un domaine, on est capable
des fois de dire, je vais commencer par choisir mon type de revue, puis ensuite de ça, je vais aller chercher les documents. Sauf que on va voir qu'en éducation, on n'a pas beaucoup cette notion-là. C'est-à-dire que même si je dis je veux faire une méta-analyse sur un sujet X, on ne sait même pas s'il y a des textes qui nous permettraient ou des recherches qui nous permettraient de faire cette méta-analyse-là. D'autres types de revues, là, voyez-vous, là, eux, ils ont répertorié le nombre de revues. C'est-à-dire que prenez par exemple Barnett, Page et Thomas, eux en avaient identifié neuf types. Puis si on prend Kastner et Hall 2012, eux, ils en identifient 25 formes différentes. Voyez-vous, il y a une espèce de foisonnement là-dedans. Puis même, je vous dirais qu'il y a peut-être pas, c'est pas très clair les similitudes, les différences entre chacun de ces types-là. Donc, faire une synthèse ou une recherche. Euh, L'idée, c'est que euh, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est faire une revue de littérature, c'est-à-dire une première étape d'aller voir s'il y a des publications sur le sujet. S'il y en a suffisamment, après ça, on peut faire enclencher ce qu'on dirait une revue de littérature systématisée. Donc là, on fait une recherche sur la littérature qui existe. Et ensuite de ça, en appliquant cette façon de faire-là qui est systématisée, ce qu'on va chercher à faire, c'est de réduire les biais. Je vous parlais tantôt des exemples de biais dans les documents. Ou si moi je veux faire une méta-analyse, j'ai déjà un biais en me disant que c'est ça que je veux faire absolument. On va chercher à avoir un processus qui est transparent. On veut faire un processus qui est reproductible pour nous ou par nos pairs, nos collègues ou des élèves, des étudiants, et ainsi de suite. Puis on veut que ce soit systématique. Autrement dit, on veut qu'on ait cherché la documentation de façon rigoureuse, par exemple dans plusieurs bases de données, pour savoir exactement ce que la littérature ou les documents scientifiques permettent de savoir. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans la question, dans le bloc questions et réponses. Est-ce que c'est le summum dans le traitement des informations? Absolument pas. Il y a ce qu'on appelle la revue systématique de la littérature. Là, on cherche à constituer. Il y a Hélène Paradis, il dit, si je comprends bien, on commence par défricher le champ pour voir les concepts sur lesquels faire notre revue systématisée. Oui, la revue de littérature, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, je vais revenir ici, là. C'est- La revue de littérature, c'est une première étape. Mais de là à dire que pour la rendre davantage crédible, l'idée, c'est de la systématiser. Donc, c'est là qu'on emploie une méthode, puis je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Oui, la présentation va être accessible, puis l'enregistrement aussi va être accessible. Donc, je vous donne le summum, là, dans le fond, c'est la revue systématique de recherche qui consiste à un ensemble de procédures formelles pour réunir différents types de preuves de manière à établir clairement ce que l'on sait d'une méthode, comment elle est établie. Ça vient du monde de la santé. Imaginez, je ne sais pas moi, l'Institut d'excellence en santé, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, en tout cas, peu importe l'acronyme, mais bon, imaginez, on veut dire, il y a un problème, quels sont les traitements possibles? Ben, la littérature peut en ayant une revue systématique de la littérature faite autour de cette problématique-là, on est capable de dire voici les formes de traitement qui existent, voici leurs effets, voici c'est quoi les alternatives, c'est quoi, vous comprenez, on a l'information complète, ce n'est pas juste de dire il existe une seule méthode. Donc, ou un seul traitement ou un seul médicament. Fait que l'idée, c'est d'avoir ce portrait général-là qui peut comprendre à la fois des données quantitatives, des données qualitatives, des différentes formes de méthodologie de recherche. On pourrait dire, je ne sais pas moi, si est-ce que le traitement X est efficace? Bon, mais il y aura peut-être une méta-analyse qui montre que l'efficacité de ce traitement-là, mais il pourrait aussi avoir une autre méta-analyse qui montrerait l'efficacité d'un autre traitement. Donc, c'est deux méta-analyses complètement différentes. Il pourrait aussi avoir dit, ouais, mais ce traitement-là, les gens qui le vivent, ils ressentent des choses, ben peut-être qu'il y a comment il y a les difficultés qui sont rencontrées, peut-être qu'il y a des recherches qualitatives qui montrent que le traitement X ou le traitement Y, ça fait vivre tel effet aux gens qui le vivent. Donc, vous comprenez, c'est quand on va dans une revue systématique de la littérature, on a toutes ces informations-là. On a l'ensemble des informations, qu'elles soient, peu importe la méthodologie de recherche qui existe qui a été déployé. Donc,
dans le fond, c'est une orientation, une visée, une approche s'inscrivant dans le courant de l'EPB, Evidence-Based Education. C'est si on transpose ça en éducation, c'est une approche où les pratiques et les politiques éducatives qui sont préconisées sont fondées sur les données les plus probantes produites par la recherche. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire que si on transforme, on s'en irait, on revient, on vient au monde dans le monde de l'éducation. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'avoir accès aux données scientifiques qui sont des données probantes? Autrement dit, à partir du moment où que les informations ont un caractère scientifique, elles deviennent des données probantes et faire en sorte que les pratiques pédagogiques et les orientations, les politiques s'orientent en fonction de ces données probantes-là. Puis je vais revenir là-dedans avec la notion de données probantes tout à l'heure. Euh, la méthode Prisma exigée par certaines revues correspond-elle à une catégorie spécifique de revues de littérature? Non, la méthode Prisma, c'est plus une méthode de montrer les traces de ce qu'on a fait. Mais de ce que j'en connais, ce n'est pas une méthode de revue systématique. C'est ce que j'ai pas regardé en profondeur, là, Prisma, mais les gens réutilisent le schéma Prisma, puis je vais vous donner un exemple tout à l'heure aussi. Le schéma est très, très parlant, mais ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement suffisant. Avoir un schéma Prisma, n'est pas suffisant pour notamment assurer une duplicabilité, en tout cas reproduire le même travail. Ça nous montre le chemin parcouru, mais ça ne nous montre pas nécessairement le travail qui a été fait. Dans le domaine de la santé, des revues systématiques de la littérature, il y en a. Donc, au lieu de données probantes, c'est données scientifiques. Et il y a même deux organismes là, mondiaux, le Cochrane Library puis Campbell Collaboration, qui en font depuis plus de 100 ans. Là. Imaginez avant, là, faire une revue dans le domaine de la santé, une revue systématique de la littérature, ça prenait 2 ans, puis ils traitaient une question. Puis ils ramassaient tous les textes, tous les documents, toutes les publications scientifiques sur une question X, et ils synthétisaient l'information. Bon, euh, c'est ce que je viens de dire, c'est que les organisations, il y en existe dans le domaine de la santé, mais il n'y en a pas nécessairement dans le domaine de l'éducation. Euh, L'idée, c'est que on veut arriver, quand on a atteint ce summum-là, on veut arriver à combiner les résultats de plusieurs études à l'aide d'une méthode explicite et reproductible, et on peut ainsi estimer l'effet d'une intervention avec une plus grande fiabilité et une plus grande précision, et ainsi réduire au minimum l'effet des biais ou des erreurs systématiques qui pouvaient s'immiscer dans les études primaires. Donc, c'est vraiment une méthode pour être le plus rigoureux possible et prendre les meilleures décisions éclairées. Euh, Puis, ce que l'INES dit, l'Institut national, je me souviens plus l'acronyme, là, c'est le domaine de la santé, une revue systématique de la littérature peut inclure ou non une synthèse quantitative des résultats qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation qu'il y ait une méta-analyse qui est le produit final. Parce qu'on va voir, il y a différents types de travaux. Ben, je vous donne un exemple. Une méta-analyse, c'est une agrégation de données quantitatives. Mais si on réfère au domaine de l'éducation, ce ne sont pas toutes les questions qui sont une question qu'on peut faire un groupe contrôle, puis un groupe cible, puis faire des tests statistiques. Je veux dire, si on prend l'exemple de l'enseignement explicite, on sait que ça fonctionne bien avec plusieurs étudiants et plusieurs élèves et ainsi de suite. Ça, on le sait. Par contre, si on veut étudier pourquoi les enseignants ne veulent pas appliquer l'enseignement explicite dans leur classe, on fera pas ça avec une analyse quantitative. On va probablement faire une recherche qualitative, puis il y a des travaux qui le montrent, qui le font dans ce sens-là pour savoir pourquoi le prof ne veut pas le faire. Ça se fait pas avec un groupe contrôle, et ainsi de suite. Vous comprenez? Fait que, donc, il y a certaines questions qui ne peuvent pas se traiter avec des données quantitatives. Donc, sur cette base-là, on ne peut pas présumer que les données probantes, ce ne sont que des méta-analyses ou des recherches quantitatives. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Les caractéristiques d'une revue systématique, bon, on a déjà les questions au départ, on a des critères de sélection des études, on a une méthodologie explicite, transparente et reproductible. On va chercher de l'information de manière systématique et exhaustive pour tenter de repérer l'ensemble des études et données répondant aux critères de sélection. On va évaluer la qualité des études qui sont incluses dans la revue, présenter une synthèse systématique
On va en faire une méta-analyse quand c'est possible, puis on va participation active des parties prenantes afin d'assurer la pertinence de l'utilité de la revue systématique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les gens, il va y avoir des interactions avec les gens qui ont demandé ou qui ont un intérêt dans les questions qui sont traitées. Donc, voyez-vous, là, c'est un système pour traiter les informations. Euh, Fait que ma collègue Karine Latulippe dit ce que ça vise une revue systématique de la littérature, c'est identifier toutes ou presque, parce que des fois c'est pas toujours possible, les données disponibles de façon rigoureuse pour répondre à une question précise sur un sujet donné en utilisant un ensemble d'étapes pour diminuer les risques de biais. Il y a Lucien Maltais qui dit, tu as parlé de données probantes pour l'éducation et de données scientifiques pour la santé. Qu'est-ce qui explique la différence entre les deux? Il y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en santé, ils appliquent l'action basée sur des données probantes depuis plusieurs années, là, je dirais pas quelques décennies, là, mais au moins plus que peut-être une vingtaine d'années. Et en éducation, la notion de données probantes est encore sujette à discussion. Les gens comprennent pas la même nature, puis je vais revenir sur cette notion-là tout à l'heure. Je reviens encore, je continue avec la revue systématique de la littérature. Voici là, ce que eux ils proposent là, en santé, c'est-à-dire que voyez-vous, il y a une partie d'amorce du projet, c'est-à-dire on a une équipe de travail, on a des procédures d'assurance qualité pour s'assurer que les documents, tous les processus se font de la bonne façon. On va voir avec les parties prenantes, s'assurer que tout est correct, puis ça va répondre puis s'ils ont des conflits d'intérêts ou des biais, mais il faut les identifier. Ensuite de ça, on va faire la formulation des questions, on va élaborer le protocole de revue, on va réaliser le travail, puis voyez-vous, il y a recherche documentaire et d'information, on va sélectionner les études, on va garder un certain nombre d'études, puis il y en a pour faire le traitement, l'extraction des données, on va synthétiser ces données-là, peu importe leur forme, et on va interpréter les résultats. Fait que voyez-vous, ce qui est important, là, c'est il y a quand même une équipe au début, puis il y a quand même une équipe à la fin qui va venir discuter des résultats, puis ensuite de ça, on arrivera à un rapport. Ça, c'est ce qui est appliqué dans la méthode, là, dans les revues systématiques de littérature. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu des revues systématiques de la littérature en éducation? Moi, je me suis posé la question, voici ce que j'observe. Ce qu'on fait beaucoup en littérature, pas en littérature, mais en éducation, c'est qu'on fait des revues de littérature. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça réfère à une synthèse assez large, d'envergure plus ou moins grande, une méthodologie non standardisée. Les stratégies de recherche, l'exhaustivité et la période couverte varient et ne suivent pas un protocole défini. C'est ce qu'on fait beaucoup en éducation. Les chercheurs, je m'inclus là-dedans. On n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup vers la systématisation. On est vraiment dans une revue de littérature. Le mot systématique est souvent utilisé pour désigner une recherche documentaire, rigoureuse, structurée, organisée, méthodique, même si on n'a pas cherché à réduire les biais. Le processus n'est pas transparent, reproductible et réellement systématique. Donc, on voit apparaître, on voit apparaître le mot systématique dans les publications, dans ce que les gens disent, même dans le parler des gens. Par contre, est-ce qu'ils appliquent une méthode rigoureuse, structurée, organisée? Je ne sais pas. Puis est-ce que c'est transparent, reproductible réellement? On ne le sait pas non plus. Prenez juste l'exemple des articles qu'on voit dans les revues en éducation. Souvent, on va dire revue de la littérature, puis voici ce qu'on a fait. Puis bon, voici ce qu'on a trouvé. On a travaillé à partir de 12 textes. Des fois, on a un schéma Prisma, mais on ne sait pas. Mais comment ils ont fait pour arriver à ces 12 textes-là? Comment ils ont fait leur choix de texte? On ne le sait pas. On n'a pas cette information-là. Puis les revues nous incitent pas nécessairement à bien présenter ces informations-là. Donc, la reproductibilité est difficile. Quelqu'un qui écrit, j'ai vu des scoping reviews, des rapports de synthèse. Ben, voyez-vous, scoping review, c'est une façon de faire, mais il existe des méthodes pour faire des scoping review. Mais avant de dire je fais un scoping review, il faut que tu aies une recherche documentaire. Fait que ça revient à notre fondement de tout à l'heure. Puis le rapport de synthèse aussi, mais le rapport de synthèse, pour moi, ça se rapproche de la revue de littérature, à moins qu'il y ait une approche très détaillée et reproductible. La revue Review of Education and Research ne propose que des revues de littérature systématisées. Bon, tant mieux, je suis content de le savoir. Enjeux éthiques et critiques de l'intelligence artificielle en éducation, une revue systématique de la littérature. Bon, mais voyez-vous, c'est là ce que Sylvie Viola écrit. Il faudrait voir, est-ce que c'est vraiment une revue systématique?
est-ce que c'est reproductible? Faudrait voir. C'est intéressant. On commence à les voir, on s'en va vers ça, puis tant mieux si on s'en va vers ça, puis on apprend à bien le faire. En éducation, ce qu'on fait, nous faisons peu de revues de littérature systématisées. Là, il y a des gens qui en partagent, tant mieux. Euh, puis l'autre chose que je constate, c'est qu'en éducation, il est difficile pour les chercheurs de déterminer le ou le type de revue qu'on voudrait faire avant même d'amorcer le projet de recherche, étant donné que nous n'avons pratiquement aucune idée de ce qui existe comme données disponibles dans les publications. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'il y a dans les recherches, dans les bases de données, ou à peu près pas. Puis on a peu de gens qui font des revues systématiques, donc on ne peut pas s'appuyer sur ces gens-là non plus, en tout cas, ou très peu. Donc, il y a comme un fondement, à mon avis, qu'on devrait se donner, puis c'est pour ça que je parle de clés. Euh, il faut se donner des outils pour faire la bonne recherche documentaire, pour ensuite de ça se donner, dire, voici des revues systématiques de la littérature qui vont nous servir de socle pour faire les autres travaux avant ou de réactualiser les données qu'on pourra avoir. Est-ce qu'on peut considérer une revue de littérature par Prisma systématique? Je ne sais pas. La question a été posée tout à l'heure. Je sais qu'il y a la méthode Prisma, mais souvent, Prisma, pour moi, je l'associe à un schéma qui nous dit voici ce que j'ai fait. Mais c'est juste des données dans un schéma. Il y a quelqu'un, Jonathan, qui écrit, j'ai publié, là, il me donne une référence pour me rendre compte qu'il n'y avait rien sur ma question. Effectivement, ça peut arriver. J'ai une collègue qui est arrivée sur le même constat, là. Ma collègue Marie-Hélène Hébert a fait une revue systématique de la littérature pour se rendre compte que sur la façon qu'on on fait de la rétroaction positive auprès des enfants dans les garderies, il n'y a aucune donnée qui montre qu'il y a personne qui a étudié ça. Tout le monde le fait, mais il n'y a personne qui a étudié ça. Il n'y a aucun chercheur qui le fait pour puis avoir des données scientifiques. Est-ce que c'est un résultat en soi? Fait que ça devient, pour Jonathan, ça devient une belle occasion de justifier les travaux que vous pourriez faire ou les travaux à suivre. Voilà. Je prends une petite gorgée d'eau. Il y a un virus qui court de ce temps-là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, en éducation, que pouvons-nous faire pour faire évoluer notre domaine? Parce que moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut se donner des outils pour évoluer, pas reproduire les mêmes choses, recréer la roue et ainsi de suite. Éviter de refaire ce qui a déjà été fait, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Ben, moi, je pense qu'il faut, dans un premier temps, miser sur la recherche documentaire de qualité. Et là, j'ai repris tout à l'heure l'espèce de typologie là, de l'infosphère. Donc, selon le niveau de complexité, ben, moi, je pense qu'à partir des essais ou des mémoires, on devrait chercher à systématiser la recherche documentaire. Et quand on est rendu dans les thèses ou les projets de recherche, puis même, je dirais, les productions scientifiques, on doit chercher à réduire les biais. Par souci de réduire les biais, avoir un souci de transparence puis de reproductibilité, on devrait être systématique à partir de là. Donc, autrement dit, si vous êtes un étudiant qui est au doctorat présentement, puis vous êtes à votre premier trimestre, je vous dirais, pensez déjà à faire votre recherche documentaire de façon systématique et ça va vous donner un socle et une pertinence tout à fait, je dirais pas grandiose, mais très solide. Comment on peut arriver à faire ça? J'ai repris les étapes qui étaient proposées là, par, j'ai oublié le nom, tout à l'heure, je l'ai présenté, donc l'amorce du projet. Puis là, je vous donne des exemples. Former une équipe de travail ben, avec des professeurs, vos directions, avec des étudiants, s'il y a lieu. Si vous êtes plusieurs étudiants qui s'intéressent au même sujet, vous pourriez vous mettre en commun pour faire la revue de recherche documentaire, puis prendre chacun, profiter des fruits de cette recherche documentaire-là de façon séparée. Ensuite de ça, donc, former une équipe de travail, choisir une méthodologie pertinente. Moi, j'utilise depuis quelques années la méthode EPI pour Evidence j'oublie toujours l'acronyme, ce que ça veut dire. C'est un organisme qui est en Angleterre qui propose une méthode de recherche documentaire rigoureuse sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, on se donne un échéancier, on choisit une méthode pertinente. Ça peut être celle-là, il y en a quelques-unes qui peuvent être utilisées en éducation. Développer une question de recherche, puis une liste préliminaire de critères d'éligibilité. Je vous donne des exemples de questions de recherche. J'ai fait une recension systématique sur le comodal. Qu'est-ce que le comodal? Quels sont les avantages, les limites? Quels sont les enjeux? Voyez-vous, on voit les questions puis les sous-questions. C'est les questions avec lesquelles on est parti à la recherche documentaire. Vous pouvez en avoir moins, évidemment.
Ça peut être pertinent, dépendamment de la recherche qu'on veut faire. Euh, Ensuite de ça, la liste préliminaire des critères d'éligibilité, à ce moment-ci, je vous dirais, évitez de couvrir des périodes trop courtes. C'est-à-dire que des fois, on arrive toujours. Merci, Sylvie. Evidence for Policies and Practice Information Center, c'est EPI. Donc, des fois, on arrive, on dit, ben moi, je vais faire une revue de la littérature sur les 5 dernières années. Mais d'où vient le 5 ans? C'est comme, ah, ben, quand c'est plus que 5 ans, c'est trop vieux. Je m'excuse. Il y a des domaines, des fois, comme si vous vous intéressez à l'encadrement des étudiants à distance, les travaux qui ont été faits, les principaux travaux qui ont été faits dans la francophonie sur le sujet, ça date des années 2010 à 2015. Donc, quelqu'un qui arriverait présentement et dit, moi, je m'intéresse aux pratiques d'encadrement en formation à distance dans les 5 dernières années, vous trouverez presque rien. Fait que moi, je vous dirais, mettez-vous pas de période, puis vous allez voir où est-ce qu'il y a des pics, là, où est-ce qu'il y a le plus de texte. Donc, ça va éviter de peut-être refaire la roue. Puis, viser les documents évalués par les pairs, mais les bases de données permettent de dire, garde-moi les documents, seulement les documents revus par les pairs, là. Donc, c'est une façon de travailler. Je vous dirais qu'au départ, c'est les critères que vous devriez avoir. Vous ajusterez. Si vous faites une recherche documentaire, vous vous rendez compte, vous avez 3000 textes à juger. Bon, mais quelle période je vais couvrir? Peut-être que je vais travailler avec moins de bases de données et ainsi de suite. Bon, vous pouvez jouer avec ça. Planifier, donc sélectionner les bases de données pertinentes. En éducation, ERIC en anglais, Education Source en anglais, Teacher Reference Center pour le primaire secondaire, c'est déjà des très bonnes bases. En français, on a Cairn puis Érudit. Je vous dirais à ce moment-là, selon votre sujet, allez voir avec un bibliothécaire, il va vous conseiller. Et faire attention, quand vous vous branchez dans les bases de données, ben, selon où vous vous branchez, vous n'avez pas nécessairement les mêmes données. Par exemple, dans une recherche systématique, ceux qui ont travaillé avec nous sur celle-là, ben, Eric était branché à la TELUC, puis ceux qui ont travaillé sur Érudit étaient branchés à l'Université de Montréal. C'est important de voir, de savoir ces informations-là, parce que quand on se branche sur la base de données, selon les abonnements de la bibliothèque, on n'arrive pas aux mêmes revues. Ensuite de ça, on a la liste des termes à utiliser. Je dirais faire une liste en français et en anglais, c'est une bonne chose. Puis faire attention, les termes, ce ne sont pas nécessairement les mots-clés, parce que les mots-clés dans les bases de données, ce ne sont pas automatiquement des mots-clés dans les articles et vice-versa. Je vous donne un exemple. J'ai une étudiante qui a déjà fait un travail, est-ce qu'elle cherchait des documents sur l'utilisation du numérique en Afrique, mais si elle n'utilisait pas le mot-clé African Studies, il n'y a aucun article qui sortait. Fait que le mot-clé des bases de données, ce ne sont pas les mêmes mots-clés que dans les articles, faut voir dans les deux. Donc, une petite exploration rapide peut permettre d'identifier les bons termes. Ensuite de ça, il y a les thésaurus qui existent dans les bases de données, pas toutes les bases de données, mais ça peut nous donner une idée. Puis par association, on peut trouver d'autres termes similaires ou apparentés qui vont peut-être être meilleurs que d'autres. Ajuster et vérifier avec les mots-clés de quelques articles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a Jérémy qui écrit, quelle est votre opinion quant aux bases de données comme Elicit ou encore Consensus? Ce que je connais d'Elicit puis Consensus, c'est des outils pour aider à traiter, mais je ne les connais pas comme en tant que tel comme base de données. C'est comme il existe aussi Scopus. Scopus, c'est un moteur de recherche qui est à moitié moteur de recherche, à moitié base de données, mais qui est orienté vers les publications dont Scopus est propriétaire. Donc, pour moi, ça peut être un outil intéressant, mais ce serait pas une recherche systématique. Autrement dit, j'irais avec les bases de données conventionnelles pour commencer. Ensuite de ça, quand vous avez vos termes, faites vos blocs. Puis là, je vous donne des exemples. Moi, j'appelle ça des blocs. Mais, tu sais, je veux dire, voyez-vous la première ligne, si je m'intéresse au comodal en enseignement supérieur. Donc, c'est quoi les mots qui signifient comodal? C'est quoi les mots qui sont en enseignement supérieur? Si je descends à une autre recherche, le plagiat et la tricherie en formation à distance en enseignement supérieur. Voyez-vous, j'ai 3 blocs. Donc, il faut que je connaisse les blocs de mots pour chacun faut que je connaisse les mots pour chacun des blocs. Et une façon de travailler que j'utilise avec des collègues, voyez-vous, ici, là, on a regardé, si vous prenez Academic Cheating, dans la base de données ERIC, ben, il y en a pas, il y a pas de terme, il n'existe pas ça, ça n'existe pas dans le thésaurus. Si je cherche
academic cheating dans les titres, ça sort 27 fois. Si je le cherche dans le description summary, ça sort pas. Keyword, ça sort pas. Puis dans l'abstract, ça sort 58 fois. Donc, on teste chacun des termes en français et en anglais pour se rendre compte qu'il y a des termes qui sont plus payants que d'autres. Dans un monde idéal, donc dans la revue littérature systématisée, on prendrait tous ces termes-là, puis on ferait nos requêtes, puis on irait voir. On s'entend que des fois, dans un projet de recherche, on ne peut pas y arriver. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut dire, ben, nous, on va choisir cheating, puis c'est pour ça qu'il est grisé, puis on va se servir de fraud, on va se servir d'integrity, puis de plagiarism. C'est ceux-là qu'on a choisis. Puis on fait un choix conscient, là. Euh, euh, Ensuite de ça, on va faire nos blocs, nos requêtes. Fait que voyez-vous, là, dans ce cas-ci, si je prends le plagiat et la tricherie, ben dans ERIC, on a fait cheating et distance education et higher education. Là. Dans le fond, c'était le plagiat et tricherie en formation à distance en enseignement supérieur. Ça me donne 619 résultats. Quand je mets des critères d'inclusion, qui pourraient, là, je ne me souviens pas des années qu'on a pris, ben, ça nous descend à 491. Fait que là, voyez-vous, là, dans chacune des requêtes, on a choisi les termes qui étaient les plus payants pour nous. Puis ce choix-là est éclairé et ça va être reproductible aussi par la suite, puis je vais vous montrer comment. Une autre stratégie qui peut être faite, c'est de vérifier s'il y a déjà des revues déjà existantes. Et voyez-vous, là, je rajoute, avant de se lancer, je fais toujours un autre bloc supplémentaire que j'appelle revue, méta-analyse, etc. Et là, euh, je ne l'ai pas ici, mais on a déjà fait la recherche de tout à l'heure. Là, je vous avais présenté tous les types de revues. On a déjà fait la recherche là, avec Katia Papi. Est-ce que ces termes-là existent dans les bases de données en éducation? Puis pour se rendre compte qu'il y a juste quelques termes qui sont utilisés, donc c'est déjà une bonne façon d'aller vérifier s'il y a déjà des travaux, des revues de littérature qui ont été faites sur le sujet, ou des scoping reviews, et ainsi de suite. Comprenez? C'est comme un coup de sonde. S'il y a déjà quelqu'un qui a fait une méta-analyse sur le sujet qui nous intéresse, on a tout intérêt à s'appuyer dessus. Si quelqu'un qui a fait une revue de littérature systématisée puis a présenté ses résultats sur un sujet X, ben on pourrait s'appuyer dessus à moins que ce soit trop vieux. Euh, oui, donnez-moi une seconde. Là. C'est pas long. Bon, OK. Illicite et consensus sont des IA d'assistance à la recherche biblio, mais limités aux sources ouvertes et pas situées derrière un firewall d'éditeur. Bon, voyez-vous, Frank Martin a répondu. Donc, j'irai pas faire ce travail-là avec illicite puis consensus. Puis l'autre chose que je constate dans le domaine de l'éducation, c'est que nos articles, surtout en français, nos articles sont pas dans la structure classique des articles de publication dans les revues comme en psychologie. Donc, il ne repère pas les informations comme il faut. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, là, tu sais, quand on cherche, mettons, la définition du comodal, puis quand l'article dit nous définissons le comodal comme suit, deux points, puis il ne le trouve pas, moi, ça m'amène des questions. Là. Fait que, même si on leur apprend, j'ai quelques mauvaises expériences jusqu'à maintenant. Est-ce que Narrative Review est un type de revue? Effectivement, c'est un type, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais la Narrative Review, il faut qu'elle s'appuie sur, euh, sur une recherche documentaire. C'est ce que j'essaie de me démontrer depuis tout à l'heure. Euh, c'est pas long. Bon, OK. Euh, Ensuite de ça. La réalisation, donc, on fait une sélection des documents par interjuge et là, il y a des logiciels qui peuvent être utilisés. Là. Il y a Coévidence qui peut servir à faire ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins deux personnes qui vont dire, ben, ce texte-là, on le garde, ce texte-là, on le garde pas, et ainsi de suite. On va ajuster les critères d'éligibilité si c'est nécessaire. On va faire la lecture approfondie, puis s'il y a lieu, on va faire un schéma Prisma comme on a parlé tout à l'heure. Donc, pour faire la gestion de toutes ces références-là, ben, un logiciel comme Zotero là, va pouvoir aider à faire, même faire l'interjuge, on peut faire Zotero. Moi, ce que j'utilise, si vous regardez l'image de droite, là, j'utilise Zotero, puis là, regardez, on a dit, je sais pas, une recension sur l'engagement en formation à distance au primaire secondaire, c'est le projet. Processus de, bon, on a les résultats sans le bloc revue et méta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information, pas soutiré
J'ai pas utilisé le bloc de mots que je vous ai parlé tout à l'heure. On a fait des exportations dans 5 bases de données, on les a intégrées, on a fait des sélections de texte, et ainsi de suite. Donc, pour faire l'interjuge, ben, on va souvent se servir du titre et du résumé. Donc, ça permet de faire ce travail-là, puis on joue dans drag and drop dans Zotero. Mais vous pourriez le faire avec Consensus aussi. Puis le processus, dans le fond, c'est comme on parlait tantôt, les schémas Prisma, ben voyez-vous, là, ici, on a un schéma où est-ce qu'on est parti des bases de données, on a regardé des documents, on a fait un interjuge, j'ai éliminé les doublons, on a jugé qu'il y a des documents qui étaient éligibles, on en a certains documents, on n'a pas été capable de mettre la main dessus, et ensuite de ça, on a récupéré les fichiers et on a fait une lecture approfondie pour arriver à dire, ben, dans notre recension systématique sur le plagiat et la tricherie en formation à distance en enseignement supérieur qui couvre des années 2010 à 2021, on avait nos questions de recherche. Pour répondre à nos questions, on travaille avec un ensemble de 66 documents. Donc, et ces documents-là sont disponibles, puis je vais vous montrer où là, par la suite. Si on utilise la notion des cherry picks, autrement dit, la notion de texte favorisé, ben, dans une recension sur le comodal, on l'a fait à droite, on a fait la partie de droite, on l'a fait, mais on savait que, par exemple, Brian Beatty, qui est un auteur qui a écrit un livre qui recense les références et les publications sur le comodal, ben, on est allé lire ces références, puis on a dit, ben, ça et ça serait des bons choix à ajouter. Donc, on a ajouté à notre sélection de texte. Donc, on est arrivé à 69 documents par la droite, plus 20 par la gauche, pour dire, ben, notre recension s'appuie sur 89 documents. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais, voyez-vous, tantôt il y avait le commentaire là, sur la revue narrative, mais une fois qu'on a tous les documents là, et on a toutes les informations, là, on peut appliquer une méthode en disant, est-ce que je fais une revue de revue? Est-ce que je fais un rapid review? Est-ce que je fais une revue narrative? Est-ce que je fais une méta-analyse? Est-ce que je fais une méga-analyse? Là, on a toute l'information pour le faire. Mais si on était parti du type de revue sans connaître ce qu'il y a dans les documents disponibles, on était à l'envers, là. Euh, et quand vient le temps de faire la synthèse, mais là, il y a plusieurs écoles de pensée. Vous avez peut-être déjà vu le schéma du centre. Qui nous dit c'est le niveau de preuve en sciences, là, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas de la ligne, c'est du savoir populaire. Mon beau-frère me dit, ah, moi, je sais comment ça marche en éducation. Son idée peut être valable, mais elle n'est pas documentée. Même si une personnalité publique dit, moi, je sais comment ça devrait marcher en éducation, c'est juste une opinion, c'est son opinion. Fait que tout ce qui est en bas, ce ne sont pas des documents scientifiques. C'est la parole d'un expert ou d'un groupe de personnes, et ainsi de suite. Puis en éducation, on est bon là-dedans, tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde sait comment ça devrait fonctionner. Ensuite de ça, la pyramide, ben, dit, on parle d'études de cas, c'est niveau 1, et des essais expérimentaux, c'est niveau 2, puis la méta-analyse, c'est niveau 3. Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne se fait pas, c'est pas une preuve dans l'absolu, c'est pas une vérité dans l'absolu, parce qu'on peut avoir une méta-analyse qui est très mauvaise sur le plan méthodologique, puis on peut avoir des études de cas qui sont très mauvaises, ils peuvent être très bonnes pour éclairer sur des notions, puis on peut avoir aussi des gens dans le savoir populaire qui ont des très bonnes idées aussi, puis c'est bien correct. Fait que c'est pas une façon en soi. On peut aussi travailler avec les données qualitatives. Là, il y a les travaux là, de Daly qui travaillent de cette façon-là. Mais ce n'est pas encore suffisant, à mon avis, parce que c'est encore orienté sur comment on traite les données. L'idée, c'est de voir, c'est ma collègue qui dit ça, Karine Laltuy, elle avait dit, on devrait voir l'ensemble de la preuve. Puis par ensemble de la preuve, c'est de voir quelles sont les études qui ont été faites et qu'est-ce qu'elles disent les études, peu importe leur méthodologie de recherche. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Puis quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on en comprend? Donc, c'est pas basé sur un article ou un ensemble d'articles. On parle de niveau de preuve individuel et collectif. Autrement dit, on regarde l'entièreté des documents, puis on peut se positionner. Évidemment, si notre question dit quelles sont les études qualitatives sur la question X, ça vient nous orienter. Mais vous comprendrez que, il faut la regarder dans l'ensemble. Et ça m'amène à la notion de données probantes que ma collègue Karine Latulippe a proposé comme ça, c'est-à-dire que dans le cercle jaune, vous avez les savoirs scientifiques. Par savoir scientifique, c'est tout ce qui est dans les revues qui existent, les articles de revues, tout ce qui a été documenté avec une méthodologie rigoureuse, une méthodologie scientifique. C'est ce qu'on retrouve dans les bases de données. Donc, ça, c'est important. Mais en éducation, il ne faut pas faire abstraction de ce qui se passe dans les écoles.
Parce que si on veut faire guider nos pratiques sur des données probantes, mais il faut considérer ça aussi. C'est-à-dire que il y a les savoirs d'expérience des praticiens, c'est-à-dire les enseignants, ils en savent une idée, ils ont une bonne idée de ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait, qu'est-ce qui marche pas. Ils ont un savoir, une expérience. Il faut en tenir compte. Mais est-ce que ce sont des savoirs scientifiques? Non. Est-ce qu'il y a le savoir d'expérience des personnes concernées, c'est-à-dire que les enseignants, les directions, les parents ont une idée aussi sur ce que vivent les apprenants, les élèves dans les écoles? Il faut le considérer, ça aussi. Puis on a les savoirs contextuels. Est-ce que l'école est dans un milieu favorisé, défavorisé, et ainsi de suite? Tout ça, ces trois cercles-là, là, le savoir contextuel et le savoir d'expérience, ce sont des informations qui sont pertinentes, qui doivent être prises en compte, mais ne sont pas des savoirs scientifiques, à moins qu'elles soient documentées, et là, elles deviennent des savoirs scientifiques. Mais si on veut avoir des pratiques basées sur les données probantes, il faut qu'on soit à l'intersection de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique? Donc, il faut qu'on le sache, qu'est-ce qu'elle existe. Puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que les autres types de savoirs? Et là, on va être capable de s'appuyer. Euh, ok, je vais revenir à la question. Donc, pour arriver à ça, il faut avoir l'entièreté des informations pour être capable de pouvoir faire, de orienter nos pratiques. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, là, j'essaie de... Mais on voit très bien qu'on ne peut pas se fier seulement sur les enseignants, pas juste qu'est-ce qu'on sait des élèves, pas juste sur le contexte, mais il faut aussi savoir ce qui est dans la littérature. Puis pour savoir ce qu'il y a dans la littérature, c'est là que la recherche documentaire devient pertinente. On ne peut pas juste se fier sur ce que les gens rapportent ou ce que les chercheurs vont trouver. Il faut ramener l'information. Euh, Pour la synthèse, bon, on peut utiliser des canevas. On va étudier, on va analyser chacune des études, puis on peut faire des fiches. Puis il y a toutes sortes de façons de traiter l'information. Moi, des fois, quand c'est un projet d'assez d'ampleur, on va même utiliser des logiciels d'analyse qualitative comme NVivo pour coder ce qu'on trouve dans les textes, générer, rassembler l'information. Donc, là, il y a plein de systèmes qui existent, là, puis c'est bien correct. Est-ce qu'on peut se fier à l'intelligence artificielle pour résumer tout ça? J'en doute encore. J'ai pas vu. J'aurais peur d'échapper de l'information à ce moment-ci. Là, la question est disparue. Il y avait Yacine, là. Yacine, dans quelle mesure la diversification des types de revues rend la recherche plus robuste? Euh, L'idée, c'est qu'on en fait une, là, on les fait pas toutes, là. On peut pas dire. Puis est-ce qu'une est meilleure que l'autre? Je dirais pas ça. Je veux dire, une bonne méta-analyse, ça peut être très bien. Une bonne une bonne recherche méthodologique qualitative, c'est très bien. Une design-based research très bien faite, ça a sa valeur aussi. Euh, Ensuite de ça, spectateur anonyme, de la littérature, la revue de littérature intégrerait aussi d'autres documents que les ressources scientifiques? Non. Non. La revue de littérature systématique porte sur les ressources scientifiques. Sauf que ce ne sont pas des vérités absolues. Et on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Fait que, je vais donner un exemple qui est un peu par l'absurde. Si quelqu'un fait une recherche qualitative avec deux personnes sur comment on peut utiliser un blog pour montrer aux gens à bien aller aux toilettes dans un pays X, c'est la seule étude qui porte sur ces gens-là, même si elle n'a que deux personnes dans l'étude et que ça a été très bien fait, puis c'était revu par les pairs puis c'est publié, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont que, non, ce ne sont, ces résultats-là ne sont les seuls, ce sont les seuls résultats probants qu'on a. Est-ce que ça se transfère à tout le monde? Non. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Non. Mais ce sont les seules informations qu'on a scientifiques. Je vais dire ça comme ça. Après ça, si on la réplique ailleurs, si on le laissait ailleurs, si on a fait des variables, puis on peut développer d'autres plans de recherche, mais l'idée d'un document scientifique, c'est que c'est une production qui a été revue par les pairs, puis avec une méthodologie rigoureuse. Mais après ça, si on veut l'appliquer, il faut considérer les autres types de savoirs que j'ai mentionnés tout à l'heure. C'est ça que j'aurais dû dire tout à l'heure. Bon. Euh, Tant qu'il file. Quand vient le temps de synthétiser, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis là, c'est là que les tableaux Excel sont très, très utiles. Là, on peut aller chercher les objets, les types d'études, les durées d'études, l'échantillon, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'avoir l'entièreté des informations, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, et ainsi de suite. Je rentrerai pas là-dedans parce que c'est du traitement là, d'informations.
Ça, c'est un exemple là, ici là, que quelqu'un peut faire, là, c'est-à-dire que l'étude de Birmans 2015, c'est quoi le study design, c'est quoi l'âge des enfants, ainsi de suite. Voyez-vous, on ramasse toute l'information comme ça, puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc, après ça, on est capable de réutiliser ces informations-là. C'est comme se créer un peu une base de données. Avant d'arriver au rapport, je regarde les questions. Peux-tu reprendre l'explication entre savoir d'expérience des personnes concernées et des praticiens? On dirait que ça se ressemble. Ah oui, OK. Je reviens. Il y a quatre types de savoir ici, c'est-à-dire le savoir d'expérience des praticiens. Dans une école, c'est les enseignants. C'est eux qui savent. Ah, moi, je sais comment ça marche. Moi, je fais ça, ça marche dans mon idée. Quand il arrive telle situation, je fais ça. Ça, c'est le savoir que les enseignants ont. Les savoirs d'expérience des personnes concernées, ça, c'est ce qu'on sait sur les élèves. Qu'est-ce que ben je sais que les enfants de 2 ans ils pensent comme ça. La direction d'école ou le parent pourrait avoir ces savoirs-là par rapport ce sont les personnes concernées dans ce sens-là. Puis les savoirs contextuels, ben je dirais c'est un peu le sociodémographique. C'est une école. Est-ce que je sais pas moi, est-ce que c'est tous des jeunes profs dans l'école? Mais c'est un savoir contextuel. Donc, je sais pas si c'est plus clair comme ça. Dans votre exemple de requête précédente, si vous ciblez les termes en anglais, faut-il faire une requête par langage qui vous intéresse, puis fusionner et analyser les articles trouvés? Non, l'idée, c'est que dans les bases de données, elles fonctionnent. On sait que, exemple, dans Eric, c'est juste les termes en anglais qui vont sortir, mais on va inclure les termes en français dedans, quand même. On fait la même requête. Fait que tous les termes, je sais pas moi, sur l'enseignement supérieur qu'on a choisi en français et en anglais, on les met dans la même parenthèse. Ça va. Hélène, en éducation, vu les contextes extrêmement variés de pratiques, comment peut-on agréger les conclusions des études sélectionnées? Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que, de un, il faut savoir c'est quoi les études qu'on a. Si on n'en a pas, ou si c'est très éparpillé, les réponses vont être, je dirais pas très vagues, mais on doit les considérer. Puis c'est là un peu un enjeu qu'on a. On ne sait pas ce qui existe. C'est ça, fondamentalement, on ne sait pas ce qui existe parce qu'on ne va pas regarder dans la littérature ou on le fait de façon, je dirais pas biaisée, mais restreinte. On cherche qu'est-ce qu'on veut bien trouver. On trouve ce qu'on veut bien chercher. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Autrement dit, on sort juste qu'est-ce qui va dans notre sens ou à peu près. Mais on ne va pas voir, tu sais, est-ce qu'on sait, je sais pas, moi, c'est une question X. Qu'est-ce que c'est quoi les types d'études qu'il y a eu? Y a-t-il eu des études quantitatives? Y a-t-il eu des qualitatives? Y a-t-il eu des design-based research? Est-ce qu'il y a eu des méta-analyses? On ne le sait pas. Mais pour le répondre à savoir faire ça, il faut faire une recherche de documentaire systématisée. Puis là, on va être capable d'arriver à un tableau comme ça en disant, ben, ça, on le sait, là. Beermans, il a fait un RE, là, je me souviens pas ce que ça veut dire, là, mais c'est quoi le type d'étude qu'il a fait, puis c'est quoi qu'il a trouvé. Puis là, on pourrait voir, puis il y en a combien, là? Ah, j'en ai plein qui ont fait des études corrélationnelles. Bon, ben, OK, est-ce qu'on fait ça une méta-analyse avec ça? Tu sais, il y a plein d'études qualitatives. Bon, ben, qu'est-ce qu'elles nous apprennent en l'entièreté? Tu sais, c'est quoi qu'on a étudié, puis c'est quoi qu'on sait? C'est là qu'on peut faire ce regard-là. Mais comme on fait pas de recherche documentaire systématique, on le sait pas. Ou on peut le trouver par hasard. Euh, je reviens. Je vous amène à une notion de rapport systématique, rapport de processus de recension. Moi, c'est ce que je fais avec mes étudiants, puis c'est ce que je fais aussi dans mes projets de recherche. Et c'est là qu'on va chercher à la duplicabilité. Là, Hélène, corrige-moi, est-ce que vous le voyez? Oui, OK, je vois ce que. Voici un exemple là, que j'ai fait avec un étudiant. Processus de recension systématique sur l'enseignement explicite en formation à distance au niveau primaire secondaire. Voyez-vous, on a couvert de 1989 à 2022. Je vais grossir un peu. Euh, Fait que là, on explique de quelle période on a fait, la méthode qu'on a prise, c'est quoi les questions qu'on avait, qu'est-ce que l'enseignement explicite, puis comment pouvons-nous faire de l'enseignement explicite en apprentissage en ligne, surtout en mode asynchrone. On a travaillé avec 4 bases de données qu'on explique. On a fait la recherche des termes pour se rendre compte qu'il y a des termes qui fonctionnaient mieux que d'autres, puis c'est ceux-là qu'on a utilisés, Direct Instruction, Explicit Instruction, et ainsi de suite. On a utilisé pour la question de la formation en ligne, mais on a utilisé Hébert et collaborateurs ont fait en 2022. J'étais dans ces collaborateurs-là, ils ont déjà fait le travail pour identifier les termes, fait qu'on a réutilisé les mêmes termes.
Puis pour le primaire secondaire, on avait déjà fait le travail dans un autre processus de recension. Donc, on avait identifié quels sont les termes à utiliser pour le primaire secondaire. On est arrivé à faire nos requêtes. Fait que là, si quelqu'un veut reproduire la requête, c'est assez facile. Et on arrivait à des résultats. Puis ensuite de ça, bon, on peut dire, tu sais, on s'est limité à 4 bases de données, mais on aurait pu, si on avait l'argent puis on avait le temps, on aurait pu aller plus loin, là, on aurait pu être beaucoup plus large. Et la beauté de la chose, c'est qu'à la fin, bon, on a le schéma Prisma et voici la liste des références. Donc, dans le schéma Prisma, là, on disait qu'on était arrivé à 43 textes. Ben, les 43 textes pour travailler, ils sont ici, là. On les a listés. Je vais juste en chercher un autre, là. Processus, recension. Je m'excuse, j'aurais voulu le faire avant, parce que ça m'a sorti systématique. Attends, je vous en sors deux autres que je vais vous montrer, puis c'est comme ça que je travaille avec des collègues. J'en ai un autre ici. Sur l'intelligence artificielle en évaluation en enseignement supérieur. On l'a fait de 2024 et avant avec Katia Papi. C'est le même processus. Travailler avec 4 bases de données, on a cherché nos termes. Puis je vous en donnais un exemple tout à l'heure, un autre exemple tantôt. Là, ce sera pas long. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais on a fait dans le processus de recension avec Katia Papi. Je vais vous partager dans le clavardage. Ah, mais vous le verrez pas. Ben, on a fait un autre où ce qu'on a vérifié justement les termes à utiliser s'il y a des méta-analyses et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, on a construit, on fait plusieurs recensions, on les fait rouler. Mais ce qui est intéressant en travaillant comme ça, c'est qu'on a un rapport qui peut ensuite servir à quelqu'un d'autre en partie. Je veux dire, si je reprends les termes, je ne sais pas moi, Bergeron, il a déjà fait les termes pour quels sont les termes à utiliser pour l'enseignement explicite, mais il est capable de les prendre. On peut les reprendre. Quelqu'un a fait le comodal en enseignement supérieur, mais OK, il l'a fait jusqu'en 2022. Bon, ben, s'il veut, on veut l'actualiser, ben, on peut dire ben, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2022? On reprend les requêtes, puis on réactualise, puis on fait la comparaison. Donc, on est capable de travailler comme ça, puis de s'appuyer. Puis quand on a toute l'information, ben après ça, c'est facile de dire voici ce qu'on sait, voici ce qu'on ne sait pas. Voici les définitions qui sont utilisées, voici les modèles qui existent, voici les modèles, qu'est-ce qui a été testé, qu'est-ce qui n'a pas été testé. Puis là, on est capable d'identifier des questions de recherche puis des projets de recherche pour aller plus loin. Mais tout ça part d'une recherche documentaire qui est systématique, puis dire voici ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, là. Est-ce qu'il y a plus de des bases de données pertinentes à étudier pour la revue systématique? Ben, la question, elle est bonne, mais moi, j'utilise en éducation, je vais toujours utiliser les mêmes, là, pratiquement, là, c'est-à-dire que Eric, éducation source, c'est des bonnes bases. Si on est au primaire secondaire, on rajoute Teacher Reference, puis en français, Érudit puis Kern, c'est pas mal les meilleurs qu'on a. Il y en a d'autres, là, mais des fois sont beaucoup plus spécialisés, puis travailler avec un bibliothécaire, ça va vous aider dans ce sens-là. Où trouver les listes de termes efficaces pour les revues de littérature en éducation? Ben, c'est une très bonne question, Hélène. Moi, si vous cherchez sur ma page à moi, j'en ai fait dans plusieurs domaines, enseignement supérieur, primaire, secondaire, comodal, formation à distance. Ça, c'est tous des termes qu'on a fait l'analyse là, détaillée, là, comme on a ici, là. Intelligence artificielle, ainsi de suite. Bon, si vous cherchez sur l'engagement ou si vous cherchez sur, je sais pas moi, la gestion de classe, je les ai pas faites, mais c'est là que le travail qui pourrait être fait, c'est-à-dire de faire ce travail-là, de vérifier les termes, ça serait déjà une contribution. Faut que vous utilisez ce que les autres ont fait, puis vous les combinez avec vos termes à vous, puis vous en faites un rapport de recension aussi après, là. Je dirais pas pour la prospérité, là, mais plus pour l'idée de donner au suivant. Donc, en tout cas, moi, si vous me recontactez, je pourrais vous dire lesquels on a fait là, jusqu'à maintenant. Euh, Fait que l'idée de faire ces rapports de recension-là, c'est de rendre disponible à toute la communauté des chercheurs. Et moi, je les mets dans Dataverse, là, ou qu'on appelle Borealis. Ce qui est intéressant de ces 2 bases de données-là, ces bases de données-là, elles sont disponibles dans le research, elles sont, comment on appelle ça?
repérés par ResearchGate. Fait que l'idée, c'est qu'on a un processus qui devient transparent pour la recherche documentaire. Ça favorise la reproductibilité, ça améliore, il y a des améliorations possibles qui sont identifiées dans les rapports. Par exemple, quelqu'un dit, ah, ben, vous n'avez pas fait tel terme, tel terme. Oui, parfait. Si tu veux le faire, fais-le, puis viens me montrer en quoi ça vient ajouter. Ça, on discute pas des résultats, on discute du processus. On peut actualiser au fil du temps. On peut faire différents types de revues par la suite. Puis, on peut faire des nouvelles combinaisons de blocs de mots en utilisant puis on pourrait reprendre les mêmes blocs de mots puis avoir des nouvelles questions de recherche. Par exemple, moi, j'ai un étudiant qui s'est intéressé à utiliser l'enseignement comodal de l'informatique au secondaire. Ben, on avait déjà une revue de littérature sur le comodal, fait qu'il savait quel terme utiliser. Il a fallu qu'il cherche sur l'enseignement de l'informatique quels sont les bons termes à utiliser, puis il a trouvé ces informations. Voilà, tu sais, c'est cette idée-là de donner au suivant puis de travailler. Puis l'avantage qu'on a là-dedans aussi, c'est que quand on met ça dans des rapports de recension, ben ça fait, pour moi, c'est ce que je considère de la science ouverte, c'est-à-dire que au même titre qu'on peut publier l'ensemble des résultats dans un projet de recherche, ben si on publie l'ensemble du processus de recherche documentaire, ben on va s'aider collectivement. Yacine, dans quelle mesure la question de la recherche, la problématique des hypothèses de recherche encadre-t-elle la revue de la littérature dans une thèse? Moi, je dirais, partez de votre question. Puis ensuite de ça, selon les mots, les termes, les concepts que dans votre question ou vos questions, ça va orienter vers vos blocs de mots pour faire vos requêtes. C'est par là qu'on doit commencer. Il y a Roi P. Les banques de données ont leur propre logique pour les interroger. Avec Eric, c'est facile de faire une recherche avancée avec une équation de recherche croissant en mots d'opération booléen. Par contre, avec Kern, ce n'est pas le cas. Je m'excuse, mais dans Kern, on fait des requêtes booléennes. La bonne façon de travailler, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on pense avoir nos mots-clés puis on a fait nos requêtes, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un rendez-vous avec un bibliothécaire puis on fait valider nos requêtes pour les optimiser puis s'assurer qu'elles respectent je vais dire leur code là, ou leur propre logique comme ils avaient écrit. Puis là, après, une fois qu'il l'a validé, on passe à l'étape suivante pour les faire rouler. Euh, d'autres questions, commentaires? Soyez pas gênés, là. Je parle beaucoup. Puis c'est pas clair, là, des fois. J'en arrive à la conclusion. Est-ce qu'on va arriver à faire des revues systématiques de la littérature en éducation? Moi, c'est la question que je soulève à tous nos étudiants, à tous mes collègues chercheurs, puis même, je dirais peut-être que c'est un mandat pour l'INE. Donc, ça serait à voir. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut systématiser nos recherches documentaires en éducation? C'est comme une sous-question, c'est-à-dire que moi, je pense que oui. Puis on aurait tout intérêt à le faire. Vous savez que dans certains domaines, exemple encore dans la santé, les gens vont publier sur la rigueur de leur processus de recherche documentaire, puis c'est même un sujet de recherche, comment on fait de la bonne recherche documentaire dans le domaine de la santé. Puis il y a même des gens qui se spécialisent dans comment on transfère les données scientifiques pour je dirais pas les vulgariser, mais faire leur transfert de, de ces savoirs-là jusque chez les praticiens. Donc, il y a des façons de faire. Ma troisième question, c'est est-ce qu'on devrait miser sur une approche ouverte et transparente pour le bien collectif? C'est une question que je soulève. Et j'en arriverai. Des questions, commentaires. Ma présentation là, est disponible aussi. Euh, question spectateur anonyme. Faut-il évaluer nous-mêmes la qualité méthodologique, quantitative, qualitative des études que l'on sélectionne? Tout à fait. Il faut avoir des critères, là. Je veux dire, je vous donne un exemple. Tantôt, j'ai dit une mauvaise méta-analyse. J'ai déjà vu une méta-analyse avec quatre ou cinq articles sur lesquels il s'appuyait, puis il y en avait trois qui n'étaient pas dans le sujet exactement. C'était pas des données qui venaient du sujet. Fait que je veux dire, ça n'avait aucune crédibilité. Fait qu'il faut toujours se poser cette question-là. Savoir est-ce que c'est bien fait. Puis c'est là l'enjeu. Tantôt, je disais de faire attention sur Internet. Si on cherche dans Google Scholar, on va trouver plein de textes qui ont l'air de textes scientifiques. Par exemple, si moi j'avais un article que je voudrais publier, puis je suis pas capable de le publier dans aucune revue parce que tout le monde le refuse, mais je le mets dans mon ResearchGate, ben ça va avoir l'air d'un article,
puis Google Scholar va le recenser. Ça a l'air d'un article, ça doit être vrai, ça doit être bon, ça doit être des bonnes données. Non. Fait qu'il faut toujours se poser cette question-là. Fait que la façon de bien y arriver, c'est dans un premier temps, c'est de travailler avec les bases de données sûres. Ensuite de ça, c'est plus facile, ensuite de ça, de, de garder la vigilance. Mais on a déjà comme certaines barrières de sécurité, de crédibilité qui sont passées, là. Bon, merci pour les gens qui me disent merci. Si vous avez d'autres questions, vous venez en reparler. Moi, ça, je suis bien ouvert là-dessus. J'ai pas compris comment on peut réaliser le rapport de recension, comment monter le tableau que vous vous présentez. Ah, ben ça, si vous voulez, contactez-moi. Moi, je suis un gabarit Excel. On travaille dedans. Un onglet, c'est nos mots-clés. Un onglet, c'est nos requêtes. Un onglet, fait qu'on- on est capable de traiter ça. Contactez-moi, je pourrais le faire. Mais moi, j'ai développé des outils au fil du temps, puis on le réutilise. J'ai des étudiants puis au deuxième cycle qui sont capables de faire ce travail-là. Tu sais, moi, j'invite mes étudiants à le faire, puis après ça, on est capable de travailler. Puis imaginez, vous faites un essai, un mémoire, une thèse, puis dites, j'ai fait une recension systématique. Il y a un rapport qui est accessible, vous pouvez aller le voir, on peut en parler, on peut en discuter, puis après ça, bien, quand vous allez publier vos résultats, vous vous appuyez là-dessus. Là, je dis même le produit de votre recension peut servir de publication, fait que ça devient très, très payant de travailler de cette façon-là. Pouvez-vous également nous donner accès aux deux documents PDF illustrant vos démarches de recension systématique? Si vous cherchez processus de recension systématique sur Google, avec mon nom, vous allez en voir plein. Et puis, si vous allez dans Borealis ou Dataverse, vous allez retrouver, avec mon nom, vous allez les retrouver, là. Toutes les recensions qu'on a faites avec des collègues, là, Katia Papi, Marie-Hélène Hébert, non, je les oublie, Patrick Plante, tout se retrouve là. Si vous ne les trouvez pas, recontactez-moi, ça va me faire plaisir. D'autres questions, d'autres commentaires? Soyez pas gênés. Malgré l'ensemble des filtres mis en place, comment documente-t-on le choix final de sélection des articles en fonction de leur pertinence vis-à-vis? Bien là, c'est là qu'est l'interjuge, là. Notre sujet qui est nécessairement plus subjectif. Idéalement, dans un projet de recherche, on met deux assistants qui vont faire de l'interjuge pour les sélectionner. Si les deux disent oui, on continue. Si un des deux dit non, on en reparle. Si les deux disent non, on l'élimine. Ça peut se faire aussi des fois avec votre directeur, directrice de thèse ou de mémoire. Sinon, ben, vous allez juste déclarer que vous n'avez pas fait un interjuge, puis on va se fier votre élimination des blés. On pourrait être critique par rapport à ça, mais ça peut se discuter, ça. Ou sinon, payer une bière payer une bonne bouteille à un de vos amis pour qu'il fasse de son côté le même interjuge, puis ou vous le faites pour votre ami collègue qui étudie lui aussi, puis il vous le fait pour vous, puis ensuite de ça, vous travaillez. Tu sais, l'idée, c'est de mettre deux personnes, deux paires de yeux qui vont juger, là. Comment avoir un interjuge quand on réalise un mémoire ou une thèse? Ben, c'est ce que je viens d'expliquer, là. L'idée, c'est de se mettre soit avec votre directeur, soit avec un ami collègue. Ça peut être une bonne façon de faire, là. Est-ce que les bases de données dont nous avons accès via notre institution sont comparables d'une institution à une autre? Que faire si on veut plus de grande accessibilité? Bon, je ne sais pas. Dans les universités, c'est pas mal comparable, mais des fois, il y a des petites différences. Je sais que certaines bases de données sont ouvertes de façon publique, ou partiellement publique. Mais voyez avec un bibliothécaire, là, c'est eux les experts dans ce domaine-là. Comment définir les périodes temporelles pertinentes de la revue systématique? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'être arbitraire, mais une chose que vous pourriez faire, c'est que quand vous faites vos premières recherches, vous regardez, mettez-vous pas de fil temporel, puis vous voyez combien de chiffres qui sortent. C'est quoi? C'est-tu des 2000, des 100 ou des 200? Puis ensuite de ça, une des façons de voir, c'est comment ça se distribue dans le temps. Puis souvent, dans le menu de gauche, on va voir, il y en a eu combien en 2025, combien en 2024, 2000, puis on va voir qu'il y a des périodes où il y en a plus. Et ça va peut-être vous aider à guider où est-ce que vous faites, où est-ce que vous commencez, puis où est-ce que vous finissez, ainsi de suite. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est vraiment un petit peu essai-erreur au début, puis on va pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vous ajuster par la suite. L'idée, c'est d'arriver à un bon nombre aussi, mais un nombre pas trop grand non plus, là. Si vous dites, je vais faire une revue de littérature sur 1000 articles pour votre mémoire, c'est peut-être un peu trop, là. D'autres questions? Merci pour les fleurs qui sont envoyées. Ne faut-il pas
Ne faut-il pas privilégier aujourd'hui des recherches scientifiques en éducation avec une collaboration de plusieurs chercheurs appartenant à plusieurs spécialités? Oui, tout à fait. Mais c'est là que quand si on avait des projets de revue systématique de la littérature, on pourrait avoir autour de la table un comité d'experts qui juge puis il dit, ah oui, on peut regarder cette question-là comme ça, comme différents angles, selon les domaines d'expertise. Puis après ça, en ayant l'esprit ouvert, de dire, on va traiter tout ça, puis on va arriver à des conclusions puis des analyses qui sont crédibles. Ça pourrait être fait. Dernière question. Ben, il reste encore du temps, soyez pas gênés. Hmm. Faudrait donc avoir des compétences en méthodologie quantitative, qualitative pour faire une revue systématique, notamment pour évaluer la qualité des études sélectionnées, même si on fait une sélection des études dans les bases de données. Oui, oui, tout à fait. Moi, je fais pas, j'ai pas fait beaucoup de recherches quantitatives. J'aurais de la misère à juger de la crédibilité d'un article quantitatif, mais c'est là que ça devient pertinent au moment de l'analyse, du traitement, d'avoir des gens qui sont capables de regarder ces aspects-là, là. Bon, il y a quelqu'un qui partage un lien vers un processus de recension dans Borealis, là. Il y en a plein. Puis encore là, ça aussi, j'ai un Canva là, que j'utilise là, depuis des années. Recherche l'évaluation en contexte d'IA. La recension, elle est terminée. Il y a Katia Papi qui a déjà communiqué des résultats. Je ne sais pas si elle a publié, mais elle a déjà communiqué des résultats. Allez voir sur sa page institutionnelle, vous allez voir là, ses communications sont là et son rapport de recension est là aussi. Donc, si vous voudriez traiter des informations avec d'autres angles, avec le même set de données, vous pourriez le faire. Voyez-vous, c'est une façon de réutiliser, là. Tu sais, puis comme ça va vite en intelligence artificielle, mais elle a arrêté en 2024, vous pourriez reprendre exactement le même travail qu'elle a fait, le rajouter de 2025 à ce qu'elle n'a pas répertorié. Vous auriez d'autres données, là. Fait que, tu sais, ça devient plus facile de travailler, là. C'est la beauté de la chose. En tout cas, moi, je trouve ça beau, là. Si vous avez des commentaires sur la présentation, sur la façon de faire, si vous voulez regarder des outils ou des éléments plus précis, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de le faire. Ça fait depuis, euh, depuis 2021 là, qu'on roule deux ou trois recensions par année là, au moins. On commence à avoir une bonne expertise là, on connaît les trucs du métier qu'on pourrait dire. Est-ce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant? Très peu, ou pratiquement pas, parce que je vais dire ça comme ça, je le trosse pas. Euh, je le trosse pas dans le traitement. Parce que, je l'ai dit tantôt, les textes en français, il y a de la difficulté. Surtout quand ils sont pas construits dans la forme qu'ils veulent, ou la forme, je dirais, classique. Donc, je le trusterai pas. Puis quand on sait que ces machines-là sont programmées pour te donner une réponse, peu importe la réponse, mais si je lui demanderais d'analyser les textes, puis de faire une synthèse des textes, puis de dire qu'est-ce qu'il en comprend, le niveau de risque est élevé, à mon avis. Votre opinion sur le matériel publié par ResearchGate? Ben, euh, ResearchGate tout seul, j'y ferais pas confiance parce que, comme je vous ai dit, n'importe qui peut mettre n'importe quoi là-dedans. Fait que si ça a une apparence de texte scientifique, on peut penser que c'est scientifique, mais ça n'a peut-être jamais été publié. Fait que pour moi, juste sur cette base-là, je ne prendrais pas les textes. Par contre, ce qui peut être intéressant quand on a fait une revue large, c'est de dire, voici les textes qu'on a travaillés, il manque-tu encore quelque chose? Fait que là, vous pourriez utiliser Scopus, vous pourriez utiliser Google Scholar, puis essayer de voir, dire, bon, ben, je vais aller voir si, je sais pas moi, les 100 premières références qui sortent sur mes questions, est-ce que j'aurais manqué quelque chose? Mais en faisant très attention, en se disant, avant d'intégrer ça sous forme de cherry pick, là, ou de choix exceptionnels à rajouter dans la recension, en s'assurant, effectivement, est-ce que c'est vraiment des textes qui ont été publiés puis qui ont été revus par les pairs? Fait que c'est une façon de compléter.
ou une façon d'amorcer le travail de recension systématique, de dire, bon, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les mots-clés, qu'est-ce qui sort pour venir vous aider. Fait qu'un petit peu au début ou un petit peu à la fin, ça vient compléter, mais ça serait pas le travail, le cœur du travail, je le ferais pas faire avec du matériel de ResearchGate, puis de Google Scholar, puis de Scopus. Je sais pas si c'est clair là, comme réponse, là. Ouais, de la même façon, Connect Paper, ça pourrait être une façon aussi de compléter, mais je me fierais pas là-dessus. C'est dès le départ. Il y a trop de biais possibles. Voilà. Fait que, si j'essaie de résumer, recherche documentaire, c'est la clé pour avoir tout ce qu'il nous faut, pour avoir ensuite de ça, prendre du recul, dire qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, qu'est-ce qu'on devrait chercher, quel type de revue on peut faire. C'est là qu'on pourrait le. Mais ça prend une recherche documentaire. Si on n'a pas de recherche documentaire solide, on peut pas faire le reste. Voilà. Je résumerai ça comme ça. Je vous retiens pas plus longtemps.